Merci à toutes et à tous d'être présentes aujourd'hui et bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivantes. Nous allons à présent débuter le premier Flash Actu de ce congrès. Le but, c'est de vous tenir informés des derniers sujets d'actualité syndicale qui nous concernent et des menaces passées, actuelles et futures qui planent sur nos têtes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ISNAR-IMG ? L'ISNAR-IMG, c'est l'intersyndicale nationale représentative des internes de médecine générale qui fonctionne grâce à un modèle ascendant. Ça veut dire que toi, interne de médecine générale, tu élis tes représentants de syndicats locaux. Ils et elles se réunissent plusieurs week-ends par an pour faire remonter les difficultés du terrain et porter ta voix. Leur retour guide les actions du Bureau national dans chacune de nos positions. Notre but, c'est de défendre vos droits et vos intérêts auprès des grandes instances. Et notre principal intérêt en tant que futurs professionnels de santé et en formation, c'est celui de nos patients. Pourtant, l'accès aux soins de nos patients est menacé ouvertement dans beaucoup de propositions de loi ces dernières années, soit directement, avec l'augmentation du reste à charge pour les patients les plus précaires, ou la restriction des ALD par exemple, mais aussi de manière indirecte lorsque notre exercice est menacé d'être contraint, en contrôlant par exemple nos prescriptions d'arrêt de travail. Depuis plusieurs années, la santé de nos concitoyens fait l'objet d'économies à coups de mesures démagogiques et court-termistes. Pourtant, des solutions pertinentes et réalistes existent, mais les bonnes choses, ça prend du temps. Venez, mettons tout cela à plat. Commençons par la fameuse coercition. Qu'est-ce que c'est ? Où en sommes-nous ? À quelle sauce serons-nous mangés ? La sauce mayonnaise du député Garot ou celle au beurre du sénateur Poitvin-Mouillé ? Il est important de redéfinir en quoi notre profession, et tout particulièrement la médecine générale ambulatoire, est au cœur de l'accès aux soins du plus grand nombre. Vous connaissez sûrement le carré de White, qui illustre les recours aux soins des patients et patientes. Sur 1000 personnes présentant un problème de santé, seuls les 3/4 le ressentiront et seul un quart consultera un médecin. Au final, seuls 9 sur 1000 patients iront à l'hôpital et seulement 1 au CHU. Et oui, pendant la quasi-totalité de nos études, nous voyons 1 patient sur 1000. En tant que médecins généralistes, nous sommes en première ligne. Nous organisons le soin des patients et patientes dans leur environnement de vie, leurs habitudes sur le long terme, et tout ça, ça ne s'improvise pas. Toute attaque à notre installation, à nos modalités d'exercice ou tout projet de loi pouvant réduire la démographie des médecins généralistes est plus que dommageable pour nos patients et patientes. Notre liberté d'installation, parlons-en. Celle-ci est sans cesse remise en question. Les parlementaires souhaitent nous imposer notre exercice. C'est notamment le cas du député de la Mayenne, Guillaume Garot, souhaitant restreindre notre installation aux zones sous-denses dans une proposition de loi déposée en février 2025 et adoptée dans la foulée par une Assemblée nationale vide. Cette proposition de loi avait entraîné une levée de boucliers de tous les acteurs de la santé, dénonçant une manœuvre ne réglant aucunement la pénurie des médecins, mais ajoutant des contraintes à une profession déjà en perte d'attractivité. En effet, nous avons de nombreux exemples qui montrent que la coercition ne fonctionne pas, qu'il s'agisse de demander à nos amis québécois ou à nos collègues des autres professions de santé en France. En cas de pénurie, on ne réussit pas à créer du temps médical en étalant les médecins. Tout comme la confiture, plus on l'étale, moins on en a. Les médecins ne feraient que se répandre sans se multiplier et des zones normodotées deviendraient elles aussi sous-dotées. « 87%. 87%, c'est la proportion du territoire français qui est un désert médical. Et ils voudraient que nous, internes, remplissions ces 87%. Il suffirait d'un peu de bonne volonté et d'altruisme, selon eux.
Il faut que les politiciens prennent conscience que le problème n'est pas un problème de répartition, c'est un problème qui est numérique. Une chose est claire, il n'existe pas de zone surdotée en France et nous payons aujourd'hui les frais des mauvaises décisions politiques d'il y a 30 ans. Mais alors, quelle solution? Parce qu'on ne fait pas que râler. Face au départ à la retraite de nos confrères baby-boomers et face à une demande de soins toujours plus importante de par le vieillissement de la population en France, le numerus clausus a été peu à peu assoupli. Mais former des médecins, ça prend du temps. Et comme Rome ne s'est pas construite en un jour, la réponse à notre problème demande un travail de fond. C'est une solution à long terme qui fonctionne, à condition d'être accompagnée d'une formation de qualité et une réelle augmentation des capacités de formation. Nous posons aussi la question, qu'est-ce qui fait qu'un médecin s'installe à un endroit plutôt qu'un autre? L'ISNAR-IMG, avec Réagir et l'ANEMF, a étudié ces déterminants. Le choix des médecins généralistes qui s'installent après leur internat est dicté par la proximité familiale, sociale, mais aussi la proximité de services publics. Il faut des écoles pour les enfants, des emplois pour les compagnes et les compagnons, des commerces de proximité. Pour exposer nos solutions et les faire légiférer, nous avons réalisé avec Réagir une proposition de loi prête à l'emploi pour permettre aux parlementaires d'agir concrètement sur ces déterminants à l'installation. Ce texte détaille toutes les solutions que nous avons relevées. Les politiciens n'ont plus qu'à s'en saisir. La solution vient aussi des territoires. À l'ISNAR-IMG, nous soutenons une boucle vertueuse. La création d'antennes universitaires dans les départements permettrait à de nombreux étudiants de milieux ruraux de devenir médecins sans être contraints d'être déracinés. Ils seraient exposés à des terrains de stage dans les territoires et s'y installeraient à leur tour s'ils le souhaitent. En plus d'augmenter la capacité totale de formation, cela favorise la diversification des profils des jeunes médecins en développement des parcours adaptés sans imposer des quotas rigides. Il faudra encore une fois évidemment que ces mesures soient associées aux moyens nécessaires à une formation de qualité, ainsi qu'une majoration des indemnités de transport, d'hébergement, notamment pour que nous découvrions les territoires dès notre internat. Il est primordial d'agir sur la baisse d'attractivité de notre métier à cause des conditions d'exercice précaires. Des médecins épuisés qui portent à bout de bras la casse du système de santé, ça fait pas rêver. L'ISNAR-IMG avait mené une enquête sur la santé mentale en 2024 avec l'ANEMF et avec l'ISNI. On y voit que 7 étudiants sur 10 ont déjà pensé à arrêter leurs études et 1 sur 10 y pense tous les jours. Au-delà de ça, nous, internes, cumulons la totalité des facteurs de risque psychosociaux au travail. 58 heures de travail hebdomadaire en moyenne, de lourdes responsabilités. Être confronté à la maladie, à la mort, travailler dans des conditions dégradées ne sont que quelques exemples dans lesquels vous vous reconnaissez sûrement toutes et tous. Notre santé mentale est catastrophique et nous tirons déjà toutes et tous déjà sur la corde. Également, dans ce qui conditionne l'installation, on retrouve que l'exposition prolongée à un territoire est l'un des facteurs clés de l'installation. Il est donc important que toutes les collectivités locales s'emparent de ce sujet. Nous demandons à ce que soient mis en place des guichets uniques. Ce sont des dispositifs qui sont en fait des moyens humains pour que les internes puissent être accompagnés dans leur démarche d'installation. C'est un dispositif de simplification administrative, efficace dans l'accompagnement des soignants qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs départements, dont les Pyrénées-Atlantiques avec présence médicale 64. Nous demandons à ce que ces guichets uniques, pourtant déjà dans la loi depuis 2022, soient réellement mis en place. C'est une demande que nous faisons de façon répétée au ministère, encore en décembre. Nous avons remis le sujet sur la table avec l'ensemble des territoires concernés. Contre cette proposition de loi Garot, au vu de tout cet argumentaire, les internes se sont mobilisés en grand nombre. Vous étiez dans la rue
en avril 2025 pour faire valoir votre mécontentement. Une mobilisation de grande ampleur avec plusieurs milliers de manifestants à travers la France, un mouvement porté par les syndicats des jeunes plus que concernés par ces mesures. Mais les institutions sont restées de marbre. La proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Le texte a donc échoué dans la pile de textes du Sénat. Il n'y a pas de date d'examen prévue à ce jour au Sénat, mais ils reviendront sur la table avant l'été à coup sûr. Mais M. Garot n'est pas le seul à proposer des lois coercitives. Existe également la PPL dite mouillée, déposée en mai 2025, qui a introduit le principe d'une solidarité territoriale obligatoire pour les médecins. Concrètement, les médecins, salariés comme libéraux, seront tenus de participer à des consultations dans les zones identifiées comme prioritaires par les ARS, en lien avec les préfets et le conseil départemental de l'ordre. Si cette participation est présentée comme volontaire dans un premier temps, le texte prévoit explicitement qu'à défaut de volontaire, le directeur général de l'ARS pourra désigner des praticiens et praticiennes pour remplir cette mission. Ouais, apparemment, il y a un nouveau concept, le volontariat obligatoire. Cette mesure, actuellement en phase pilote, montre déjà ses limites avec moins de 300 médecins volontaires sur toute la France. Et comment leur en vouloir ? Partir exercer dans un autre territoire, c'est s'éloigner de ces patients qui ont des délais de consultation déjà trop longs. C'est aussi perdre du temps dans les transports qui auraient pu être du temps médical. Ce dispositif, bien que se voulant être à moindre mal, ne règle pas le fond du problème. Nous manquons de médecins, et les faire travailler à 2 endroits différents ne signifie pas que ces médecins se dédoublent. La proposition de loi mouillée ignore cette lacune dans la démographie médicale. Malgré cela, elle a été applaudie et adoptée rapidement au Sénat. Elle est en attente, elle, d'examen à l'Assemblée nationale. Enfin, jamais 203, une 3e proposition de loi, cette fois-ci éponyme de la sénatrice Imbert. Elle prévoit de régionaliser les EDN en obligeant 2/3 des étudiants à rester dans leur subdivision d'externat pour l'internat. Cela revient à contraindre pendant 10 ans des jeunes adultes à rester dans une même région. C'est une réelle atteinte à la liberté d'étudiants ayant déjà le mérite de s'engager dans des études longues et méprisantes. Madame la sénatrice partait pourtant d'une bonne intention, en favorisant l'accès aux études proches de notre foyer. En effet, il s'agit là d'un déterminant à l'installation. Mais cela ne prend pas en compte nos volontés de mobilité, ni la disponibilité de certaines formations très ancrées géographiquement. Aujourd'hui, on peut déjà actionner ce levier à l'installation, puisque naturellement, la moitié des externes restent dans leur subdivision. Cette loi, c'est contraindre ceux qui voudraient partir. Cette proposition de loi est également passée au Sénat en octobre 2025 et doit être examinée à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris, les parlementaires ont du pain sur la planche, mais au lieu de gaspiller leur encre sur des politiques électoralistes, il ferait mieux d'en garder pour de réelles politiques de santé réfléchies et sourcées. Toutes ces propositions de loi pourraient revenir sur le devant de la scène à tout moment. Nous devons être vigilants et rester sur nos gardes. Nous avons parlé de plusieurs mécanismes qui, au travers de l'atteinte à notre autonomie d'exercice, portent de manière indirecte atteinte à l'accès aux soins de nos patients. Pourtant, il existe aussi des mesures impactant directement l'accès aux soins de nos patients. En effet, tout récemment, nous avons eu une actualité très chargée avec l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale au budget de la Sécu, ainsi que celui du projet de loi de finances au budget de l'État. Ces projets sont soumis par le gouvernement au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui peuvent y apporter des modifications avant qu'ils ne deviennent une loi. Le problème est double. La copie initiale du gouvernement est inacceptable. Et les modifications apportées par le Parlement sauvent quelque peu la mise, mais restent inacceptables.
on nous demande de faire des économies sur la santé de nos patients et sur notre qualité de travail. Pourtant, savez-vous depuis combien d'années la Sécu a été déficitaire? Depuis toujours? Eh bien, pas du tout. Loin de là. La Sécu n'a été déficitaire que 3 ans depuis sa naissance, il y a 80 ans. On parle de déficit, de dette, de budget. Pourtant, la Sécu ne connaît un budget que depuis 27 ans. Avant ça, le tout se régulait par les usagers. Depuis que l'État a mis ses mains dans l'affaire, la santé est devenue un tableau Excel comme un autre et on y applique une logique comptable. Le conventionnement, c'est la base de ce système et de la santé pour tous. C'est le contrat entre les soignants et la Sécu qui permet de fixer les prix des consultations, des médicaments et que les soignants respectent pour que leurs patients se fassent rembourser. Pourtant, dans un article maintenant adopté, la Sécu peut décider de manière unilatérale de ses prix. Il y a un risque énorme de rendre le conventionnement invivable, ce qui pousserait des médecins à se déconventionner. Pourtant, nous savons que le conventionnement permet de lutter contre les inégalités d'accès aux soins, en particulier les inégalités sociales en santé. Ces mesures ne sont pas entendables. C'est le fondement même de la Sécu qui est amputé. Comme si le PLFSS ne suffisait pas, on parle de nous aussi dans le budget de l'État. Plus précisément, dans le projet de loi de lutte contre la fraude, entre le chapitre trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Un article rend obligatoire la MSO, la mise sous objectif de médecins jugés gros prescripteurs d'arrêt de travail. La sécurité sociale mène la chasse aux sorcières en estimant que les médecins devraient réduire le nombre d'arrêts de travail prescrits, à défaut de recevoir sanctions et amendes. Pour cela, il se base sur un algorithme complètement hors sol et opaque. Ce que nous savons de cet algorithme, c'est que la Sécu fait une moyenne du nombre de journées d'arrêt de travail prescrits dans un bassin de population. Par exemple, toi, si dans ta patientèle, il y a plus de jeunes actifs et dans celle de ta consoeur au bout du couloir, il y a plus de gériatrie et de pédiatrie, tu vas te retrouver à coup sûr avec une lettre t'accusant de fraude. Face à toutes ces menaces, et dans le but de porter une voix collective, unique et forte, il a été créé une intersyndicale, composée de syndicats juniors comme le nôtre et des syndicats seniors des médecins libéraux et structures privées. La mobilisation a eu lieu dans toute la France, avec pour point culminant la grève du 10 janvier. On mobilisait médecins, mais aussi d'autres professionnels de santé et des patients. Nous demandions les 4 éléments suivants. Le respect des négociations conventionnelles, la préservation de notre liberté et indépendance de prescription, la revalorisation des actes pour un conventionnement viable, et enfin, des études respectueuses des futurs médecins avec en porte-étendard l'infâme CATRA. La grève a donc débuté dès le 5 janvier avec une manifestation le 10. Un cortège de 5 camions, une fanfare et plus de 20 000 manifestants, une foule interminable, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des professionnels de santé de tous bords, de tout exercice et des patients également. Du Panthéon aux Invalides, 3 km, 3 heures plus tard, la foule était au complet pour exprimer les demandes collectives de la profession. En réponse, la ministre a pris des engagements qu'elle a mis par écrit dans une lettre. Elle s'engage à la mise en place des guichets uniques pour l'installation des médecins, mesure déjà dans la loi, mais non opérationnelle. Elle s'engage à demander au Parlement de supprimer la possibilité pour la Sécu de décider unilatéralement des prix de soins. Elle s'engage à demander au Parlement de supprimer le dispositif de MSO, qui n'est pas encore adopté, mais bon, ça ne devrait pas tarder, ils ont ressorti le 49.3, je crois. Et sur la CATRA, du vent. Mais bon, on en reparle en détail demain. Des engagements, des promesses, qui n'engagent que ceux qui y croient. Pas nous, donc. Il est grand temps que les décisionnaires politiques cessent les propositions nocives et écoutent les premiers concernés. Merci à vous de vous impliquer dans cette actualité politique mouvementée autour de l'accès aux soins.
Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez, vous, à votre échelle, impacter les politiques de soins, comment vous pouvez échapper à ces lois coercitives et comment vous pouvez garantir un exercice qui reste libre et accessible pour vos patients. Vous pouvez vous investir dans des politiques locales. Lors des municipales, par exemple, votre vote permet d'élire des représentants locaux qui éliront à leur tour les sénateurs. Donc saisissez-vous du pouvoir que vous donne votre bulletin. J'espère que ce congrès et ce Flash Actu sauront vous convaincre de l'intérêt des politiques de soins. Pour en apprendre plus sur notre potentiel d'action en tant qu'interne, je vous invite au Flash Actu de demain qui s'intitule « Demain se soigne aujourd'hui ». Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions si vous en avez. Je vous écoute. Merci pour votre attention.